recevons cette semaine notre collaborateur Gaëtan Lelièvre, avec qui nous discutons de la crise dans le réseau de la santé, de la démission de la chef du Parti libéral et de la responsabilité des députés de la CAQ. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Toi aussi? Très très bien, merci. Bon, là, on a mis de côté tout ce qui concernait un peu les élections et les résultats. Maintenant, on va discuter un peu de l'actualité, puisqu'il y a popé pour nous cette semaine. C'est la cellule de crise qu'a décollé le ministre Dubé. C'est sûr que je voulais t'entendre là-dessus, parce que c'est quand même une crise que traversent en ce moment les réseaux de la santé. C'est un constat que fait le ministre lui-même. Mais comme tu l'as soulevé, là, sur les 16 sièges au début, en tout cas, qui étaient proposés, il y en avait une dizaine de places qui étaient octroyées par des médecins. Alors, ça peut donner un peu une couleur et un ton vers quoi c'est dirigé. Je voulais avoir ton avis, peut-être avant qu'on aille, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur les régions, mais quel est le constat général de cette crise au niveau national? Comment tu le vois, toi? Oui, écoute, c'est un fait que le réseau de la santé au Québec est vraiment en crise depuis un certain temps. On l'a constaté davantage pendant la pandémie, entre autres au niveau de la capacité d'hébergement hospitalière. Le Québec est l'État en Amérique du Nord qui a le moins de lits par habitant dans ses hôpitaux. Donc, c'est peut-être pour ça que le gouvernement voulait tellement éviter une surcharge des hôpitaux, puis qui est allé très, très fort au niveau de la vaccination, des mesures préventives. C'est parce qu'on avait peur là, d'échapper finalement des patients faute de place dans les hôpitaux. Donc ça va être un dossier que le gouvernement est très, très discret pour le moment. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire pour corriger cette lacune-là. À moins qu'on nous démontre qu'on a une façon de traiter nos patients au Québec qui est différente d'ailleurs. Mais si c'est pas le cas, il va falloir qu'on s'attaque au nombre de chambres, au nombre de lits qui est le plus bas en Amérique du Nord au Québec par rapport aux autres États canadiens et américains. Donc ça, c'est une problématique. Au-delà de ça, la crise qu'on vit présentement, bien qu'elle soit généralisée à l'ensemble du Québec dans le réseau, à différents niveaux différents, bien sûr, mais l'épicentre est surtout sur l'île de Montréal et dans les grands centres. On le voit, la capacité là, des urgences est vraiment dépassée. On parle de 250% d'occupation. Donc, c'est vraiment très problématique. Et le ministre de la Santé a décidé de mettre en place une cellule de crise. C'est un terme qu'on retrouve assez régulièrement dans différentes situations, mais disons que le gouvernement se réserve ça généralement pour le dernier recours. Donc, le fait que le ministre de la Santé, Christian Dubé, utilise ce terme-là et réfère à ce mécanisme d'intervention, c'est très symptomatique et c'est effectivement significatif qu'il y a vraiment des problèmes majeurs, notamment au niveau des urgences dans les grands centres. Donc, on a mis une cellule de crise, puis effectivement, sur la liste initiale, on parlait de 16 sièges au niveau de la cellule de crise, dont 10 seraient occupés par des médecins. Donc, c'est clair que ça nous porte immédiatement en réflexion par rapport à toute la place que prend le corps médical dans le système de santé au Québec. Donc, 10 sièges sur 16. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'autres catégories d'intervenants du domaine de la santé. Mais je pense que c'est symptomatique là, je dirais, de la gestion, de la gestion du réseau de la santé depuis de nombreuses années. C'est-à-dire la place, faut pas se le cacher, c'est la place là, prépondérante qu'occupe tout l'appareil médical, ce qu'on appelle généralement le CMDP, Conseil des médecins, pharmaciens, dentistes. C'est clair que c'est un groupe qui prend énormément de place, de par leur importance. C'est sûr qu'il y a un hôpital sans médecin, ça ne peut pas fonctionner, autant au niveau des omnipraticiens que des spécialistes. Mais certains disent peut-être qu'on devrait laisser de la place aussi à d'autres professionnels pour aussi amener leurs suggestions, amener leurs recommandations, puis entre autres aussi la fameuse délégation de compétences. On sait que c'est une chasse gardée un peu du côté des médecins, de laisser aller des responsabilités, soit vers les infirmiers, infirmières ou d'autres corps de métier. Ça, c'est un sujet qui est un peu tabou, puis on en parle longtemps, mais de façon très tiède, très timide. Est-ce que tu penses que c'est le ministre pourrait faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites quand l'ancien gouvernement avait mis en place déjà l'augmentation des salaires qui était octroyée aux intervenants de la santé, et qu'on retourne un peu dans ces mêmes types d'essayer de régler les solutions de cette façon-là, plutôt que de ce que tu nommais comme exemple de peut-être de décentraliser peut-être les responsabilités. Écoute, ta question est très pertinente, d'autant plus récemment, la semaine dernière,
J'apprenais là, par les médias que la Colombie-Britannique a décidé de majorer de 125 000 le salaire de ses médecins pour tenter de régler le problème là, dans les centres hospitaliers. Oui, il y a peut-être une tendance qui est amorcée. Est-ce que le Québec va suivre? On verra. Mais tu l'as très bien mentionné aussi, au Québec, l'ancien gouvernement, le gouvernement Couillard, avait quand même revu la rémunération des médecins, notamment les médecins spécialistes. Il y avait une augmentation majeure et ça n'a pas réglé le problème à ce que je sache. Donc, le problème est beaucoup plus, je dirais, plus large que seulement la question de la rémunération des médecins. Moi, je pense que c'est un problème là qui doit être abordé sous l'angle aussi de la décentralisation des pouvoirs et aussi sur une augmentation des responsabilités, de l'implication des autres corps professionnels du réseau de la santé. Maintenant, si on regarde là, en termes de solutions, un des éléments, moi, que je crois que le gouvernement du Québec devrait examiner rapidement, puis ça, cette réflexion-là m'est venue à partir d'une parole que le ministre de la Santé, le ministre Dubé, a dit à plusieurs reprises dans les derniers jours, au cours de la semaine passée surtout. Il a dit, écoutez, on a écouté, on a consulté, et il y a beaucoup de solutions qui nous ont été amenées qui n'étaient pas nouvelles, mais qui n'ont jamais été mises en application. Moi, ça, là, c'est une lumière orange, là, pratiquement rouge qui allume. Quand j'entends un ministre de la Santé, compétent comme le ministre Dubé peut l'être, nous dire, écoutez, j'ai pas réinventé la roue, j'ai consulté le monde, les intervenants, puis ce qu'on a entendu, c'est des choses qui avaient déjà été proposées, mais malheureusement qui n'ont pas été mises en application. Donc, on peut se poser la question, si ces éléments-là que le ministre veut considérer aujourd'hui n'ont jamais été mis en application par les gouvernements précédents, quelle est la raison de ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a un corporatisme très, très fort, très, très puissant au niveau de certains acteurs du domaine de la santé? Est-ce que c'est parce que le gouvernement, le ministère de la Santé n'a pas la capacité de mettre en place des réformes, des mesures concrètes compte tenu de la lourdeur de l'appareil gouvernemental? On peut se poser plusieurs questions. Moi, j'inviterais le ministre à réfléchir sur la réflexion suivante, c'est que, tu sais, on apprécie le citron beaucoup dans les dernières années au niveau de la santé. On a demandé beaucoup à certaines catégories de travailleurs de la santé. Peut-être pas à tout le monde, par exemple, pas de la même façon. Mais il y a des gens là, qui ont subi beaucoup de pression. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le gouvernement prenne conscience que les réformes qui sont appliquées mur à la grandeur du Québec, autant dans un hôpital de grande taille spécialisé à Montréal que dans un hôpital général de petite taille dans les régions comme la Gaspésie, ben ça peut pas être appliqué avec succès partout. Donc, il va peut-être falloir qu'on revienne là, qu'on lâche un peu le mur à mur, puis qu'on revienne à des solutions qui vont être mises de l'avant par les gens sur le terrain dans chacun des établissements. Exemple, en Gaspésie, dans les régions, on a peut-être des solutions qui sont très efficaces, qui pourraient être très efficaces, mais qui sont sûrement très différentes de celles qu'on pourrait mettre en application au CHUM à Montréal, par exemple. Donc, mais pour ça, il faut des gens sur le terrain qui sont en instance de décision et qui peuvent consulter leur monde et prendre des décisions appropriées, adaptées à leur réalité et voir à la mise en application de ces mesures-là. Ça, ce que ça veut dire concrètement, Marc, ça veut dire d'avoir une direction, une gouvernance, une direction générale ou une direction qui a tous les pouvoirs pour consulter son monde sur place et mettre en place avec son monde des solutions adaptées et efficaces et voir au suivi de ces mises en application-là. Mais ça, malheureusement, depuis la réforme de Barrette, du gouvernement Couillard, on a fait le contraire. On a enlevé les directions générales de chacun des hôpitaux et on a instauré les fameux 6 avec une seule direction générale pour l'ensemble de la région. Ici, en Gaspésie, c'est un territoire de 600 km linéaires. C'est 4 hôpitaux qui sont gouvernés par une seule personne. Et qu'importe la personne qui est en place, je ne veux pas porter de blâme à la personne qui occupait cette fonction-là ou celle qui l'occupe aujourd'hui. C'est au-delà de la personne. C'est un problème systémique, c'est un problème d'organisation. Et c'est pas vrai. Là, moi, je l'ai vécu quand j'étais député. J'allais voir les gens sur le terrain dans les hôpitaux. Et écoute, il y a un employé à Saint-Anne-des-Monts, une technicienne, qui m'a dit, Monsieur Lelièvre, ça fait 2 ans qu'on a réorganisé le réseau de la santé. Et moi, mon supérieur immédiat est dans la baie des Chaleurs, à l'hôpital de Maria. Je travaille à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts. Ça fait 2 ans que je n'ai
pour que je suis en place et je n'ai jamais vu ma supérieure immédiate. Donc, ça te donne une idée. Si tu n'es même pas capable de voir comme technicien ou technicienne ta supérieure immédiate, comment tu peux voir la direction générale, qui, elle, est unique pour l'ensemble de la région. Fait que c'est un exemple. Là. Si le ministre Dubé nous dit, on n'a pas réinventé la roue, on a pris les expériences, les suggestions que les gens sur le terrain nous avaient amenées des dernières années, mais qui malheureusement n'avaient pas été mises en place. Puis là, on va essayer de les mettre en place. Bonne chance, Monsieur le ministre, si vous pensez de mettre en place ces solutions-là, sans voir des véritables décideurs et décideuses sur le terrain dans chacun des établissements. Puis on peut prendre l'exemple aussi de ce qui s'est passé dans les CHSLD, où il y avait plus de direction générale. Regarde le bordel qui s'est passé, ça a été la honte du Québec, ce qui s'est passé au niveau dans les CHSLD. Pourquoi? Parce que chacun ne savait plus quoi faire. Il n'y avait plus de responsables sur place. Donc, j'ai hâte de voir si le gouvernement actuel de la CAQ va remettre en question cette centralisation-là des pouvoirs à deux niveaux. Une centralisation au niveau des grands centres, mais aussi une centralisation au sein des petits établissements d'une même région qui ont tous été concentrés dans les 6 et qui, à mon avis, s'avère une erreur monumentale. Merci en tout cas pour ce constat et ce reflet. On voit comment ça touche, ça peut toucher très très directement les décisions qui sont prises à l'extérieur peuvent impacter comme ça les régions. Puis je comprends l'idée de pouvoir peut-être prendre des décisions différentes dans les régions des fois que dans les grands centres. Ça pourrait donner peut-être des meilleurs résultats. En tout cas, je voudrais passer au sujet là de la démission du ministre Anglade du Parti libéral. Comment toi est-ce que tu vois cette situation? Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on le voyait venir, mais déjà pourquoi est-ce qu'on le voyait venir pour ceux qui suivaient moins ce dossier-là, mais aussi quel est le constat que tu fais maintenant de cette démission-là et du Parti libéral? Oui, effectivement, Dominique Anglade, la ministre, la chef du Parti libéral, finalement, qui a annoncé sa démission ce matin. Effectivement, c'était un secret de polichinelle. Je pense que tous ceux qui suivent l'actualité politique se doutaient bien que Dominique Anglade n'aurait pas pu continuer longtemps sur son siège de chef du Parti libéral. Elle était très contestée depuis un certain temps. Et il faut dire que le Parti libéral a quand même eu le pire résultat de son histoire lors des élections d'octobre dernier. Donc, tout ça s'ajoutait à la grogne qui était déjà en place. Se le cacher, du côté du Parti libéral, il y avait comme une dissension au sein du parti par rapport à la chef, Madame Anglade, et tout ça faisait en sorte que, avec le résultat des élections, on parle de 21 députés, c'est le plus petit score de l'histoire du Parti libéral. On peut rajouter aussi la crise des dernières semaines avec le fait qu'une députée de l'aile parlementaire du Parti libéral a été évincée du caucus par la chef Dominique Anglade pour indifférence sur une question de responsabilité. C'était du jamais vu aussi, là. Donc, tout ça a fait en sorte que je pense que la décision était devenue incontournable. Libéral, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir possiblement une course à la chefferie. Le Parti libéral va devoir se doter d'un ou d'une nouvelle chef, probablement dans les prochains mois, dans la prochaine année. La ministre, pourquoi je dis toujours la ministre? Parce que je l'ai connue comme ministre, Anglade, là, donc je dis toujours la ministre, mais je m'excuse, c'est plutôt la chef du Parti libéral, Anglade, va demeurer en fonction jusqu'au 1er décembre, je crois. Donc, probablement que les démarches pour trouver son successeur ou sa remplaçante vont se faire au cours de l'année 2023. Mais c'est clair que le Parti libéral va devoir faire un examen de conscience aussi en profondeur parce que c'est au-delà de la chef. Là. Je pense que le faible résultat aux dernières élections n'est pas attribuable strictement à la chef. Le Parti libéral est de plus en plus le parti des anglophones, le parti de l'île de Montréal. Donc, aucun siège ou à peu près dans les régions. Très, très faible au niveau de la représentation ou je dirais, du seuil de vote obtenu dans l'électorat francophone également. Donc, un parti qui se définit de plus en plus, un parti très présent, mais sur l'île de Montréal quasi exclusivement. Donc, il va y avoir un questionnement en profondeur à effectuer au sein du Parti libéral si le parti veut
un jour aspirer à reprendre le pouvoir. Donc, un peu comme le Parti québécois, qui aussi vit sa crise d'une autre façon, pour d'autres raisons. Ce sont les deux partis traditionnels qui finalement se retrouvent dans une position où il y a vraiment là une évaluation en profondeur à réaliser et sûrement effectuer des repositionnements majeurs là, quant à plusieurs orientations, plusieurs priorités du parti, un repositionnement là, du côté de ces deux formations politiques. Maintenant, si on en revient un peu plus à la région, là, il y a nos députés, on va dire, de la CAQ ont reçu des responsabilités. C'est-à-dire qu'on les a nommés adjoints. J'ai entendu le terme adjoints gouvernementaux. Tu me disais tout à l'heure. Ce terme-là, apparemment, n'est pas forcément encore vraiment officiel parce que, rappelle-moi le terme qu'on dit habituellement. Oui, généralement, on retrouve aux parlementaires. Au gouvernement du Québec, les ministres peuvent, dans certains cas, avoir des adjoints parlementaires. Je me souviens, par exemple, que du côté du comté de Gaspé, Georges Mamelonnet, qui était l'ex-député libéral, a déjà été adjoint parlementaire au ministre de l'Agriculture, Pêcherie et de l'Alimentation du Québec, qui était à l'époque le ministre Paradis. Donc, un adjoint parlementaire, c'est quelqu'un qui vient aider donner un coup de main à un ministre qui est qui est responsable d'un certain secteur d'activité. Souvent, ça va être fait pour désengorger le ministre, pour lui donner un coup de main, mais aussi ça va être fait pour, par exemple, pallier peut-être à un certain niveau de connaissance du ministre ou de la ministre dans un domaine particulier. Par exemple, Georges Mamelonnet, qui était un Gaspésien, qui avait une bonne expérience du secteur des pêches, était adjoint parlementaire au ministre Paradis, qui lui était, quelqu'un du coin des cantons de l'Est, donc avait moins une connaissance fine des pêches, donc ça pouvait aider. Je crois qu'André Baudin, également, député du comté de Gaspé, a été adjoint parlementaire pendant une certaine période au ministre, je crois que c'était Yvon Picotte, qui était aussi ministre du MAPAC. Donc, c'est une pratique qui est assez répandue. On nomme un adjoint à un ministre en place. Ça s'est fait encore cette fois-ci. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que le gouvernement de la CAQ a nommé une vingtaine de députés comme adjoints gouvernementaux. Puis ça, c'est un terme qui n'existe pas. C'est au niveau des règles de l'Assemblée nationale. C'est un poste qui n'est pas créé, donc il n'y a pas de rémunération non plus additionnelle de rattacher au poste d'adjoint gouvernemental, contrairement au poste d'adjoint parlementaire qui, je crois, donne une vingtaine de mille dollars de plus de rémunération qui s'ajoute au salaire du député. Donc, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Certains vont dire que c'est pour occuper ces 90 députés de la CAQ. Donc, le premier ministre, peut-être pour retarder ou éviter qu'il y ait des fois certains problèmes de fonctionnement au sein d'un caucus aussi nombreux que 90 députés, 91 avec le premier ministre, il faut que tu occupes tes députés. Hein? Il n'y a rien de pire qu'on dit que si tu veux, dans le fond, si tu veux avoir un bon climat de travail au niveau de ton aile parlementaire, garde tes députés occupés, donne-leur des responsabilités, fais-les travailler, puis ils vont avoir moins de temps pour peut-être, semer la bisbise au sein du caucus s'ils sont insatisfaits par rapport à certaines décisions. Fait que je crois que le premier ministre là, a écouté cette recommandation-là, puis a décidé d'occuper la plupart de ces députés en leur donnant des nouvelles ou des responsabilités supplémentaires. Et qu'est-ce qu'ont reçu quel titre ont reçu alors nos députés gaspésiens? Du côté de Stéphane Sainte-Croix, il a été nommé adjoint gouvernemental au ministre du MAPAC, puis il est responsable du volet des pêcheries. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Et il est aussi adjoint gouvernemental à la ministre responsable de la région Gaspésie-les-Îles. On se souvient, notre dernière chronique, on parlait de la ministre des Ressources naturelles, députée de Rimouski, qui a été nommée ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie. Bon, bien là, Stéphane Sainte-Croix devient adjoint à la ministre régionale, en plus d'être adjoint au ministre des Pêches pour le volet pêcherie alimentation du Québec. Du côté de Bonaventure, Catherine Blouin, elle se retrouve adjointe gouvernementale à la ministre des Affaires municipales pour le volet érosion des berges. Parce que dans la dernière campagne électorale, le gouvernement, le parti de la CAQ, aujourd'hui au gouvernement, avait annoncé là, des sommes quand même assez importantes pour contrer la lutte à l'érosion du littoral. Donc, Catherine Blouin va avoir des responsabilités d'assister la ministre des Affaires municipales au niveau du volet
de l'érosion des berges. Donc, c'est ça les nouvelles responsabilités que les deux députés de Bonaventure et de Gaspé l'ont reçues dans les derniers jours. Et on pense que possiblement que le gouvernement, tu sais que le Parti québécois, le Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec demandent au gouvernement de revoir le mécanisme de fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment pour donner des budgets, reconnaître les partis qui n'ont pas atteint le 12 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, ce serait pas surprenant que le gouvernement de la CAQ tente aussi d'intégrer cette nouvelle appellation-là, ce nouveau poste-là, d'adjoint gouvernemental, peut-être dans le but d'amener une rémunération associée à ça ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est un terme qui n'arrive pas pour rien. Le gouvernement de la CAQ va sûrement tenter de reconnaître officiellement ce statut-là. Donc, un dossier à suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Gaëtan, pour cette mise à jour de l'information politique. Et puis, on se reparlera d'ici une quinzaine de jours là pour faire une autre mise à jour de ce qui s'est passé. Eh bien, merci. Bonne journée, Marc. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix, Rose Belaïde de Chandler, est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.